Enchanteur, enchanteresse, bienvenue à bord du Magicobus. Parti pour un voyage au cœur du tarot. Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage. Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Bon, alors avant de commencer à analyser le premier arcane, on va quand même faire un rappel de quelques règles picturales. Quand on est face à la représentation d'un arcane, il y a des choses, des sortes de codes à connaître. Par exemple, le haut de la carte, ça va représenter le spirituel, la transcendance, si vous voulez, le divin. Le bas, à l'inverse, ça sera le temporel et le matériel. La gauche de l'arcane. Alors la gauche du point de vue de l'observateur, jamais du point de vue du personnage. Toujours gauche et droite, c'est en fonction de l'observateur. Le côté gauche, c'est le passé, l'introversion, c'est toutes les qualités et les forces que l'on qualifiait de féminines. Alors le féminin, le masculin, on y reviendra. La droite, c'est plutôt l'avenir, l'action, l'extraversion, etc. Le masculin, les qualités et les forces dites masculines. Si on ajoute à cette disposition, c'est symbolique en fonction de la disposition des choses. Il y a aussi un symbolisme des couleurs. Le jaune, comme on l'a vu, qui est à l'origine, qui est plutôt... c'était pas vraiment un jaune. Le jaune, pour transmettre en symboliquement la transcendance, l'aspiration au divin, la richesse, essentiellement la richesse spirituelle, mais ça peut être aussi la richesse de certaines choses, comme si vous prenez l'arcane de l'impératrice ou de l'empereur, les insignes du pouvoir comme la couronne, le sceptre, etc. sont représentés de couleur or, jaune symbolisant l'or. Mais donc ça peut être un peu la richesse des choses, mais c'est essentiellement la richesse spirituelle quand même. Le blanc, c'est le divin et la pureté. Ça peut être parfois aussi l'élément air. Le bleu, le féminin, la passivité, l'introversion, mais aussi des qualités comme la spiritualité, l'initiation, etc. La couleur chair, évidemment, la couleur chair, c'est le plan humain, l'incarnation. Le vert, c'est plutôt l'élémentaire. Alors, pour l'élémentaire, dans certains tarots plus modernes, avec une palette de couleurs plus large, il y a aussi du marron, qu'on n'a pas vraiment dans le tarot de Marseille, qui peut représenter l'élémentaire aussi. Le vert, donc l'élémentaire, mais aussi l'espoir, la vitalité. Le rouge, le masculin, l'action, l'énergie, l'extraversion. Le noir, le matériel, l'essentiel, le potentiel et sur une symbolique alchimique, la transmutation. Voilà. Donc, on peut commencer l'analyse du premier arcane, le battleur. Alors, si on commence par une observation succincte, on voit un jeune homme qui porte un habit plutôt bariolé et il se tient debout derrière une table. C'est une table sur laquelle on peut voir plusieurs éléments. On détaillera. On voit un sol accidenté avec un peu de végétation. Le personnage se détache sur un fond blanc. En fait, le blanc, d'un côté purement pratique, permet au personnage de bien se détacher. Donc, si on commence l'analyse symbolique par les couleurs, on voit un chapeau jaune et noir. Le jaune représentant le spirituel, le noir le matériel, l'essentiel. Symboliquement, c'est une invite à établir un juste équilibre entre le spirituel et le matériel, sachant que le spirituel doit être priorisé. C'était du moins dans la pensée de l'époque.
Dans la pensée de la Renaissance, c'était ainsi qu'un être humain évolué, devait conduire sa vie. Le spirituel devait être en premier. On retrouve ça dans les ordres. Tu sais, les ordres médiévaux. On commençait toujours par l'ordre ecclésiastique. Ensuite venait la noblesse. Ensuite, tout ce qu'on va appeler le tiers-état, qui lui-même veut être séparé entre bourgeoisie et paysannerie. Donc le spirituel devait toujours être priorisé. La veste. Voilà, on voit qu'il y a à peu près un équilibre entre le rouge et le bleu. Même chose pour le pantalon. On voit une jambe bleue avec une chaussure rouge, une jambe rouge avec une chaussure bleue. Oui, ça me fait penser à un film, ça. Oui, moi aussi. Voilà. Le chapeau. Si on prend je sais pas si tu as sous les yeux la représentation de l'arcane, Alina. Tout à fait, je regarde effectivement. Et d'ailleurs, ce serait bien aussi que les enchanteurs le fassent. Hein. Vous prenez la lame Dieu battleur. Je pense qu'on la mettra sur le chat au moment où. Oui, ça, à mon avis, ça aura son utilité. Oui. Donc le chapeau, on remarque qu'il ne peut pas être entièrement représenté. Oui, parce que il est bloqué par le haut de la carte. Oui, c'est vrai. Par le cartouche qui contient le numéro. Ça symbolise quoi tout ça? Ça symbolise que si l'on prend le plan profane, hein, on va parler alors d'un parcours d'apprentissage plutôt. Un apprentissage n'est jamais quelque chose de terminé. On apprend toute sa vie. Pour l'initié, même chose. Pour un parcours d'initiation, même si l'initié parvient au rang de maître, de grand maître, etc., peu importe, il ne finira jamais, il n'a jamais terminé son initiation. L'initiation, il apprend toujours. Son statut de maître lui permet simplement d'enseigner à son tour, mais c'est pas pour ça qu'il a fini d'apprendre. Et si on se place sur le plan du parcours de l'âme, le parcours d'une âme dépasse le temps d'une vie. Pour quelqu'un d'incarné, le parcours de l'âme est quelque chose d'infini. Également. Le parcours de l'âme a commencé avant son incarnation, il continuera après. D'accord, donc d'où le chapeau qui est pas totalement dans la carte, quoi. Comme il est pas dans la carte, ce qui symbolise que ce qui est représenté est très élevé, mais si tu remarques, il reprend aussi la forme du signe de l'infini. Oui, j'ai vu. C'est bluffant. Alors, si l'on prend la veste, comme évoqué, le rouge et le bleu sont à peu près également répartis, en opposition, souvent. Symboliquement, donc, les qualités à développer seront autant féminines que masculines. Mais on approfondira masculin-féminin. La connaissance, elle aussi, sera de cette nature. Le monde dans lequel évoluera l'âme incarnée sera composé également de ces deux forces. Les forces féminines, les forces masculines. Alors, la notion féminin de masculin désigne deux pôles dans les forces qui agissent sur notre monde ou dans les qualités à développer dans le parcours d'initiation. Chaque chose, chaque concept est soit féminin, soit masculin. Mais en aucun cas, ce sont des notions genrées et encore moins sexuées. Quand on parle de force masculine ou de force féminine, faut pas y voir quelque chose de genré. Une femme, par exemple, va posséder des qualités masculines, ce que Carl Jung appelait l'animus, toi qui est un peu un spécialiste de Jung, tu dois connaître ça, Alina. L'animus, c'est l'anima, oui. Et pour un homme, c'est l'anima. Oui. Sachant que voilà, donc les qualités féminines pour un homme, c'est l'anima. Sachant qu'anima en latin signifie aussi l'âme. L'âme qui est considérée plutôt comme féminine. Il faut considérer donc le masculin et le féminin comme un peu comme le yin et le yang de la philosophie taoïste, vous voyez. Donc comme des principes fondamentaux
des forces, des énergies. De nature qui parfois s'opposent et que l'on doit chercher à équilibrer. Et oui, donc tout est en harmonie en fait quand on Voilà. réfléchit. Exactement. De l'équilibre naît l'harmonie. Et l'harmonie est quand même la meilleure des choses à laquelle on peut prétendre dans notre monde incarné. Donc là, si j'analyse un petit peu ce que tu viens de dire par rapport déjà au chapeau, aux couleurs du vêtement, l'initié commence son cheminement, mais il ne le terminera jamais. Il est toujours dans l'infini de la connaissance, de sa vie, de tout ça. Et en plus, il faut qu'il puisse harmoniser le tout pour pouvoir avoir un cheminement sain. Voilà, c'est ce qu'on va lui demander dans son cheminement. D'accord, donc effectivement, si on prend vraiment au premier degré tous ces symboles et qu'on s'aperçoit effectivement dans notre cheminement qu'on tend vers l'un ou l'autre, côté un peu plus dark, par exemple, des émotions, là on n'est pas vraiment aligné, quoi, parce qu'il faut être dans l'harmonie. Voilà, l'harmonie, l'équilibre, l'harmonie. D'accord. Non, c'est très 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 intéressant de percevoir ça aussi. Et tu vois, t'en parles et là tout de suite au niveau de la lame, on voit c'est flagrant en fait. Tout est harmonieux. Et si l'on continue par le pantalon, même chose, le rouge, le bleu, en opposition, que ce soit au niveau des jambes ou au niveau des chaussures. Et même sa position sur la lame, le fait qu'il regarde sur la gauche, donc il regarde vers le passé. Oui, parce que mais ça on va revenir un peu parce qu'on va analyser un peu plus de façon un peu plus détaillée si tu veux la manière d'être du personnage. Ouais, voilà sa posture. Ok. Désolée. Donc le pantalon, même chose, rouge et bleu. Même chose pour les chaussures. Oui. La table, c'est intéressant. La table, ce qui saute aux yeux, c'est qu'elle ne comporte déjà que 3 pieds. Oui, donc elle n'est pas en équilibre, elle n'est pas correctement installée en fait. On a l'impression qu'elle est en déséquilibre. Non, 3 pieds, il n'est pas en équilibre en équilibre plutôt instable. Oui, voilà. C'est original d'ailleurs. Ouais. Oui, mais la symbolique des 3 pieds, on va expliquer ça. Alors, le nom du battleur. Le battleur, qu'est-ce que c'était un battleur? Le battleur, c'était un amuseur qui, autrefois, sur les foires, amusait les gens par des tours d'adresse, de prestigitation, par des blagues. Donc, sa fonction, c'était d'amuser les passants lors des foires, de rassemblements comme ça. Et il recevait quelques piécettes en échange de ses prestations. C'était pas quelqu'un qui avait une activité constructive. Il était juste un amuseur. La symbolique des 3 pieds de la table. Si on prend une symbolique plutôt d'origine maçonnique, le 4e pied reste à construire. Ah oui. Ah c'est pertinent ce que tu dis, Robert. je suis dedans là. Ouais, ok. D'accord. Et j'avais jamais perçu ça, tu vois. Le 4e pied reste à construire. Eh oui. Et donc pour le profane, ce pied à construire, c'est acquérir une véritable activité, un métier, une situation. Si on se place sur le plan de l'initié, c'est s'engager dans un parcours initiatique. Et pour l'âme, c'est réaliser au mieux son parcours de vie dans l'incarnation. Le battleur, en fait, c'est l'image du débutant, du novice. C'est pour ça qu'il est important que la représentation du battleur soit un jeune homme, ou ça pourrait être une jeune fille, mais une jeune personne. Oui, c'est le débutant. La jeunesse, l'insouciance, le début de quelque chose, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui débute dans la vie. Soit il débute pour l'acquisition d'une activité, d'un métier, soit il commence un parcours d'initiation, soit c'est une âme qui vient de s'incarner. Ah oui. Tu vois, la symbolique.
Petit aparté à propos du Rider-Waite, justement. Dans le Rider-Waite, l'arcane, le premier arcane est souvent appelé le magicien. Tout à fait. Et on n'a plus cette notion de jeunesse qui manque. On a la notion d'infini parce que souvent, au-dessus de la tête du magicien a représenté le signe de l'infini, qui là est représenté par le chapeau. Mais on perd souvent la notion de jeunesse, qui est importante. Oui, parce que quand on parle de magicien, on pense tout de suite à quelqu'un de sage, qui est déjà initié, qui a déjà fait tout le cheminement, quoi. Oui, d'ailleurs, sur certains tarots, on représente un vieux druide, par exemple. Oui. Donc, pour moi, la symbolique ne va pas, si tu veux. Ce qui est logique. Bon, maintenant, sur la table, on voit qu'il y a des tas d'objets sur la table. Oui, tout à fait. Tout d'abord, à droite de l'arcane, il y a un sac. Le sac, ça symbolise que la connaissance que le battleur va emmagasiner dans sa vie, si tu veux. Le sac, c'est pour... symboliquement, il est posé sa connaissance. On voit un couteau sorti de son essuie. Donc ça, c'est clairement une allusion à la famille des épées des arcanes mineurs. Un gobelet, lui, c'est une allusion à la famille des coupes, évidemment. On voit 2 dés également. Alors les dés, si on se place sur le plan de la mythologie gréco-romaine, les dés, ça symbolise le hasard, les hasards de la vie. Mais c'est également une représentation du destin. Parce qu'on voit, par exemple, dans l'Iliade, on peut voir Zeus souvent qui consulte les destins. Et comment consulte-t-il les destins? C'est en jetant des dés. Parce que dans la mythologie des Grecs anciens, même les dieux étaient soumis au destin. Le destin était quelque chose de très puissant dans la pensée grecque. D'ailleurs, si tu prends les grands textes grecs, on voit toujours, ça commence toujours par une prophétie. Donc, on sait ce qui va se passer et on voit un héros qui essaye d'éviter la prophétie, mais le destin finit toujours par le rattraper. Dans les tragédies grecques, c'est toujours ce qui se passe. Du moins, le moteur d'une tragédie grecque, c'est toujours comme ça. La destinée était écrite, quoi. Donc, peu importe par où tu passes, c'est écrit. C'est que personnellement, moi, je ne crois pas, mais ce qui était très, très en vogue dans l'Antiquité. D'accord. Donc, les dés, on a vu, une représentation des hasards et du destin. Des piécettes, on voit qu'il y a des piécettes jaunes, certaines rouges. Donc c'est évidemment la symbolique des deniers. On voit également qu'il tient un denier dans sa main droite. Et bon, alors sur la table, il y a quand même un objet qui ressemble à une loi, un objet rouge. Je vois pas trop ce que c'est et quelle pourrait en être la symbolique. Oui, c'est vrai qu'on dirait une petite noix, en fait. Je confirme, ouais. Il n'y avait pas des jeux comme ça avec les coquilles d'oie, non? Les coquilles de noix, peut-être, mais franchement, je vois pas quelle est la symbolique de cet objet-là. Alors, si on se réfère à la symbolique de la couleur, ça peut être associé à la coupe. Il y avait, tu sais, les coquilles, on prenait les coquilles qu'on transformait en barque et qu'on mettait dans de l'eau. Ah oui, des coquilles de noix, les fameuses coquilles de noix, oui. Ouais. Pour faire des coques de bateau. Ouais. Et justement, il y a toute une histoire autour de la divination, au moment d'Halloween qui existe autour de ce jeu-là, où justement tu mettais des petites barques avec une petite bougie dessus, et donc tu devais vraiment battre à mort l'eau, tu vois, qui se trouvait dans
comment on appelle ça, dans le support en fait, hein. Un seau par exemple, et donc tu devais vraiment battre et tout l'eau. Et si la petite barque de noix en fait continuait sa traversée malgré les tumultes en laissant la flamme de la bougie allumée, eh bien ça veut dire que tout allait bien. Par contre, si effectivement la barque forcément tombait et que la bougie s'éteignait, là on pouvait présager d'un futur un peu plus lugubre. Donc peut-être que c'est un lien. Tu vois, je ne connais pas cette chose-là, mais effectivement, il doit y avoir une symbolique, mais honnêtement, je ne l'ai pas. Je ne la vois pas. D'accord. Donc, par contre, on voit que dans sa main gauche, notre battleur tient une baguette, donc allusion à la famille des bâtons. Oui. Alors. Ah, ou alors attends, c'est peut-être un coquillage? Ah, peut-être. Oui. Ça serait. Je sais pas, moi bon, ces petites choses-là, et pour moi, je ne cache pas, et je l'exclus pas. Parce que si on se réfère à l'analyse des familles, il y a les deniers, il y a les épées, il y a les bâtons, il y a les coupes. Les deniers, il en tient dans une main. Il y a des piécettes sur la table. La famille des bâtons, il tient, c'est la baguette qui tient. Donc mystère. Hein. La famille des coupes, bien un gobelet. Voilà. La famille des épées, c'est le couteau sorti de son étui. Et oui. Donc là, mystère et boule de chewing-gum. Hein. Donc toutes les familles sont représentées. Je ne sais pas ce que représente cette espèce de noix rouge. Donc si on prend un peu justement la symbolique des familles, les coupes représentent la spiritualité, et si l'on prend les ordres médiévaux, représente l'ordre ecclésiastique. Donc la spiritualité, l'ordre ecclésiastique. Si on prend le système, le système des castes des Indiens, les castes en Inde, ça serait les brahmanes. D'accord. L'épée, elle représente évidemment la noblesse, l'ordre guerrier. Les kshatriyas dans les ordres indiens. Les deniers représenteraient plutôt la bourgeoisie, les marchands, c'est les vaishyas, dans les ordres hindous, et les bâtons représentent surtout les paysans, hein, donc les soudras. Donc c'est pour ça que j'avais précisé que pour moi, les arcanes mineures du tarot viennent d'Inde. D'accord. D'où la corrélation, je comprends. La corrélation entre le système de caste indien. Évidemment, les intouchables ne sont pas représentés, parce qu'on va pas représenter les intouchables. Non. Alors, il existe chez certains spécialistes du tarot une comparaison entre les familles et les éléments. Les coupes représenteraient l'eau. Bon, jusque-là, tout va bien. Les épées, l'air. Les deniers, la terre. Et les bâtons, le feu. Alors, je veux bien, mais moi, je trouve que cette symbolique est... Je sais pas, je suis pas très partisan de cette symbolique. Les coupes, l'eau, oui, pas de problème. Les deniers et la terre, pourquoi pas, puisque les deniers, il faut extraire de l'or ou de l'argent, donc ça s'extrait de la terre. Oui, puis ça amène l'abondance, et puis la nature, la terre abonde, donc il y a... Voilà, la terre produit aussi bien de la végétation en surface que des métaux en profondeur. C'est vrai. Alors les épées et l'air. Pourquoi? Parce que une lame d'épée, ça tranche l'air. Bon, mais en principe, ça n'a pas été créé pour ça. Hein. Ou alors la représentation de la tamée aussi, hein, symboliquement, va-t-on dire. Hein. Oui. C'est la tamée, c'est la représentation de l'épée en fait. Hein. Bah oui.
c'est plus facile de transporter sur soi un petit poignard qu'une épée. Oui, d'accord. C'est moins voyant. Ah, c'est sûr. Et les bâtons représenteraient le feu. Pourquoi? Parce que un bâton, c'est en bois et que le bois, ça brûle. Alors là, tu vois... Et le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Hein. Exactement, et un peu dans... Bon, faut savoir que ça existe. Moi, je suis pas trop partisan de ça, mais ça existe. Les coupes, l'eau, les épées, l'air, les deniers, la terre, les bâtons, le feu. Oui, donc relation avec les 4 éléments. Moi, je trouve que certaines de ces définitions sont quand même un peu tirées par les cheveux. Ce que je peux plus me permettre étant... n'ayant plus beaucoup de cheveux. Ah, j'allais dire, mais tu es chauve, Robert. Je suis, comme on dit, alopex, c'est-à-dire qu'il me reste une couronne de cheveux. D'accord, waouh. On apprend des choses, hein, les amis, ce soir. Voilà, donc c'est... Alors, dans la posture de notre battleur, on voit qu'il est debout, les jambes légèrement écartées, qu'il est quand même bien en équilibre. On voit qu'il regarde, comme tu dis, vers le côté gauche, vers son passé pour lui, même si c'est pas un grand passé puisque c'est un jeune homme. Bon, mais il voit que pour le moment, il a jamais rien fait de vraiment significatif dans sa vie, quoi. Mais c'est un battleur, un amuseur, il fait des tours de prestidigitation, enfin voilà, rien fait de sérieux. Mais qu'il serait temps peut-être de penser à faire autre chose. De prendre en main sa vie, en fait. Exactement. Oui. D'où toujours cette notion de débutant. Oui. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est quand même une sorte de clin d'œil dans les symboles, notamment le bâton, qui est un autre battleur. On a parcouru déjà tous les arcanes du tarot de Marseille. Le bâton, on va le retrouver dans l'arcane du monde, parce que le personnage dans l'arcane du monde va tenir ce bâton. Parce que s'il s'agira de notre battleur qui sera parvenu au terme de son parcours et qui sera transformé, le bâton que va tenir le personnage dans le monde, c'est un rappel au battleur. Et de même, on peut observer, sortant du sac, un morceau d'étoffe. En fait, c'est un clin d'œil à l'écharpe que portera le personnage justement dans l'arcane du monde. D'accord. Donc, il y a des associations entre les lames, en fait. Hein. Ah oui, oui, oui. Oui. C'est déjà ce que tu avais dit dans la lame 22, je me souviens de la dernière émission de la saison 1. Tu avais déjà fait des... Oui, parce que, en fait, le personnage dans l'arcane du monde, c'est le personnage qui enfin, c'est la personne qui a réuni les masculins, le féminin, et qui l'aura d'ailleurs dépassé pour refaire son unité. Et donc, ce qui est représenté, c'est pas une femme, mais c'est un androgyne. Et c'est pour ça qu'il y a l'écharpe qui passe exactement là où il faut qu'elle passe. Donc, un petit clin d'œil à l'arcane du monde par ce bout d'écharpe qui dépasse du sac et la baguette qu'on va retrouver. Donc, qui ont fait un peu une synthèse de la symbolique. Donc, le battleur, comme on l'a dit, hein, c'est l'image du débutant. Pour le profane, c'est l'homme qui va débuter un apprentissage d'un métier ou des études, voire des études supérieures. Pour l'initié, c'est le postulant, le novice, qui entame un parcours initiatique. Pour l'âme, c'est une âme nouvellement incarnée. L'apprentissage, l'initiation ou le parcours de l'âme sont potentiellement infinis. C'est ce que nous symbolise cet arcane. Donc, notamment dans la symbolique du chapeau. Le battleur possède en tant que potentiel tout ce qui lui est nécessaire. C'est les objets répandus sur la table qui le symbolisent. Ce regard dirigé vers la gauche symbolise, comme je viens de le dire, qu'il regarde son cours passé et que probablement il se dit qu'il est temps d'évoluer. Les deux pieds légèrement écartés, comme on l'a vu, qui lui assure un bon équilibre. Le chapeau qui dépasse
du cadre de la carte qui symbolise que le chemin qu'il s'apprête à suivre est peut-être des plus élevés spirituellement, et qu'il aura à maintenir un juste équilibre entre les nécessités du monde créé et de l'incarnation et la spiritualité, la connaissance et, comme le disait saint Paul dans l'un de ses épîtres, les réalités d'en haut. Donc voilà pour le battleur.